Merci Xavier, merci beaucoup à la ville de Grenoble de nous accueillir aujourd'hui pour cet événement assez inédit parce qu'il représente en fait un moment assez important pour ceux qui travaillons sur la redirection écologique, dans la mesure où nous avons jusqu'à maintenant conduit un certain nombre d'expérimentations dans des territoires, dans des communautés territoriales qui ont décidé de faire le pari que la redirection écologique pouvait apporter quelque chose de complémentaire et une vision peut-être plus radicale parfois au sens noble du terme sur la bifurcation des systèmes économiques, écologiques, sociaux. Et donc aujourd'hui, on va essayer de vous donner quelques retours d'expérience de ces expérimentations un peu partout en France, grâce à justement ces partenariats comme celui qu'on a avec la ville de Grenoble. Donc on va parler de grands projets, on va parler d'alternatives à ces grands projets, on va parler d'infrastructures sportives, on va parler également de montagne et de l'avenir des stations de ski, avec cette idée fondamentale qui consiste à dire, comme nous avons essayé de le défendre depuis quelques années avec les membres de Origins Media Lab, l'équipe qui a essayé de proposer cette nouvelle méthode de la redirection. La redirection, en fait, consiste à dire qu'aujourd'hui, les paradigmes de la transition énergétique, de l'amélioration de l'efficience, même s'ils sont importants, ne vont pas suffire, en fait, à faire bifurquer nos systèmes économiques, nos territoires, et qu'il va falloir passer à des arbitrages forts. Et cela nécessite une torsion assez importante de ce que l'on entend usuellement dans la politique, dans les politiques publiques, dans les politiques de développement, d'aménagement, etc. Et que justement, cela passe parfois par des renoncements et surtout par une redéfinition des besoins réels de ce qui est essentiel, et à partir de cette question fondamentale de pouvoir repenser en fait nos infrastructures, nos équipements, nos services, etc. dans ces territoires. Donc aujourd'hui, on est nombreux ici, anciens étudiants du master que nous avons créé également à Lyon, le master stratégie et design pour l'Anthropocène. Il y a pas mal de redirectionnistes, donc des promos qui sont sortis jusqu'à maintenant. Merci d'être venus nombreux. Merci aussi à tout le public qui est venu écouter donc ces expérimentations, et bien évidemment, j'espère que les échanges seront fructueux. Voilà, on va commencer par la première table ronde. On va inviter donc les personnes qui sont prévues donc sur une thématique assez centrale, parce qu'elle représente ce qu'on appelle nous des territoires sentinelles, des organisations sentinelles, c'est-à-dire des entités qui sont sur le front en fait de la menace climatique et écologique, avec cette question fondamentale: est-ce que le ski, les stations de ski peuvent simplement transitionner, se verdir, ou est-ce qu'il faut repenser tout le modèle qui est derrière cet imaginaire-là, ce modèle économique? Et donc je laisse la parole à Xavier pour présenter. Merci Léo. Donc en fait, sous l'égide d'Emmanuel Bonnet, qui fait aussi partie de l'équipe des chercheurs sur la redirection écologique à Clermont, à l'École supérieure de commerce, qui je rappelle en fait est partenaire de cet événement. J'ai oublié je les saluerai au cours de la route, mais on a de salutaires partenaires. Donc, Emmanuel Bonnet, Olivier Erard, qui est directeur du syndicat mixte du Nord, station de Métavier, connu sous ce nom. Stéphane Durand, qui est consultant à Synergie Développement en Savoie, qui accompagne notamment ce territoire et d'autres territoires, notamment le Grand Genève, sur des enjeux complexes. Fiona Lee, qui est la présidente de Mountain Wilderness et qui effectivement est assez active aussi dans le territoire. Et puis Martine Moraz, qui est une ancienne DGS et élue du secteur de la Maurienne, qui a son actif récent d'avoir fait tomber le spot de Maurienne sur un projet dont on pourra parler ici ou dans la prochaine séquence. Alors la parole à Emmanuel Bonnet. Merci beaucoup. Ça marche.
Merci beaucoup Xavier. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être là. Merci de nous donner l'occasion de participer à cette très belle table ronde. Alors je suis chargé de l'introduire. C'était quasiment mission impossible. Alors du coup, je vais quand même rester dans 2-3 minutes. On a à peu près 4 minutes pour introduire. Alors, je vais... Super. Ok. Alors c'est des images que j'utilise parfois pour introduire, on va dire, ce contexte qui est un contexte, on va dire, où il n'y a pas une trajectoire, il y a plusieurs trajectoires qui coexistent. Entre elles, je pense que vous les connaissez toutes. Peut-être qu'il y en a une qui est un petit peu moins connue que les autres. Okay, donc la première, moi je l'appelle forcer le possible. On est dans un contexte d'artificialisation. Alors forcer le possible, c'est quand, pour comprendre cette formule d'Hartmut Rosa, le monde est devenu indisponible, et ben on va quand même forcer le possible, voilà, par l'artificialisation, etc. Là, je ne suis pas en train de juger moralement ce qui est bien, ce qui est mal. Je suis en train d'essayer de décrire, de cartographier un petit peu les différentes trajectoires, mais la première me semble illustrer ce qu'on pourrait appeler un vide stratégique. C'est-à-dire qu'on est sur de la tactique, et du coup, ça questionne peut-être d'autres trajectoires. La deuxième, je pense qu'elle est également assez connue. Elle s'impose, en tout cas d'après ce que moi j'observe sur les terrains, en particulier le Sancy. Elle s'observe également dans certains récits, des récits qui sont assez globalisants, j'y reviendrai un petit peu, et on va appeler ça au sens large la diversification, et en particulier la diversification du cas de séjour. Et évidemment, la question c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Parce que je trouve que finalement, cette question de la diversification, c'est pour ça que j'ai mis des points d'interrogation à chaque fois. Finalement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est, là j'ai pris une image de l'UDT, mais j'aurais pu en choisir une autre, enfin voilà. Et je pense que cette question et ce récit qui vient aussi aujourd'hui peut-être parfois se substituer à d'autres manières finalement d'envisager des futurs plausibles. Alors je ne sais pas s'ils seront tous désirables. Ça aussi c'est une question qui se pose, parce qu'on pense toujours que le futur doit être désirable. Moi personnellement, j'en suis pas sûr. Et du coup ça questionne une troisième perspective qui serait celle du renoncement. Et à ma gauche, une personne en fait qui a, donc Olivier Héra, qui a quand même, avec la station de Métallier, illustre, je veux dire, une expérimentation de ce type. Et c'est des expérimentations, alors là, que je qualifierais de sentinelles et presque de précurseurs. C'est-à-dire qu'il y a peu aujourd'hui d'organisations de territoires qui s'engagent dans cette perspective de renoncement, que je te laisserai finalement développer. Et j'ai choisi en fait une citation d'Olivier pour, voilà, c'est pas pour te mettre en avant, mais c'est une manière aussi, parce que je trouve que cette citation qui est issue d'un podcast qui s'appelle Renoncer pour se transformer, que je vous invite à aller écouter, illustre bien en fait la problématique de cette table ronde. Et justement, qui peut tourner autour de la question de la diversification qui s'impose. Alors je vais te lire pour pas, justement. Alors la fin du ski, alors, concernant la diversification, la fin du ski n'est acceptable qu'à la condition de trouver un ou des remplacements, une sorte de Disneylandisation de la montagne pour justifier le maintien des remontées mécaniques. Ce qui est mis à mal avec la fin du ski, c'est le système productiviste des stations, pas notre capacité à vivre heureux dans les territoires de montagne. Et je trouve que cette citation problématise assez bien les questions qu'on va essayer d'aborder dans le cadre de cette table ronde. Et sans plus attendre, je te laisse, je crois que c'est toi qui prends la parole. Avec Stéphane, je te laisse la parole. Écoute, merci beaucoup, merci à tous, bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc moi je suis Olivier de la station de Métallier. Je vais intervenir justement sur cette démarche de transformation qui effectivement, comme l'a dit Emmanuel, passe par un renoncement qui n'a pas été un renoncement politique choisi, c'est un renoncement subi face à une problématique technique et financière de renouvellement, de remontée mécanique. Donc la question s'est portée sur quelle durée d'amortissement on a pour des installations techniques. Et voilà, moi c'est une collectivité territoriale sur un territoire qui est proche de la frontière, un territoire majoritairement de droite, conservateur, très orienté économie. Donc c'est pas spontanément une désirabilité politique, entre guillemets, de dire on prend les choses en main. Donc il y a vraiment
un déclenchement dans le dur. Voilà. Et ce déclenchement dans le dur a abouti effectivement à renoncer à des investissements neufs sur le ski et aussi à anticiper la fin du ski au cours de la prochaine décennie 2030-2040. Donc en fait, quand on pose ce postulat-là, en fait, s'ouvre un grand vide. Il est illustré par le petit diagramme là sur votre gauche, qui est de dire, en fait, avec l'arrêt du ski, c'est 40 à 50% de l'économie touristique du territoire qui va partir. Parce qu'on a aussi la lucidité de dire que la diversification n'est pas la solution et que, quoi qu'on fasse sur le périmètre de notre station, en fait, on n'arrivera pas à compenser l'économie générée par le ski alpin. Donc notre décision politique fin 2020, c'est le maintien du ski le plus longtemps possible avec un potentiel arrêt entre 2030 et 2040. Donc ça, c'est le discours médian. Moi, je dis, il faut savoir arrêter en 2030 et comme ça, on sera tranquille. Et puis, vous avez ceux qui ont encore un peu de mal à dire « Non, mais on n'a jamais parlé de l'arrêt du ski, hein, on n'a jamais parlé du démontage de la montée mécanique. » Mais qui l'ont pourtant adopté. Et il y a une lame de fond de toute façon qui est posée, parce qu'à partir du moment où on a fait tout ce qu'on a fait en termes de prospective climatique, il y a quand même des garde-fous réglementaires qui nous disent si jamais il y a un renouvellement politique, il dit non, maintenant on va remettre sur les rails des remontées mécaniques, etc. Ça ne passera jamais. La justification climatique au titre de l'autorité environnementale ne passera jamais. Donc cette lame de fond, elle est posée. Donc, et elle est puissante. Après, il y en a qui la voient pas encore. C'est un peu donc look-up, mais je vais en parler. Mais voilà, cette lame de fond est posée, donc c'est très 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 fort. Donc peu importe la façon dont on en parle, j'ai envie de dire aujourd'hui, on respecte qu'on n'ose pas dire la fin du ski. Il n'y a que moi qui le dis. Je ne suis pas forcément super bien vu à la station, mais ça c'est pas... le deuxième volet, c'est voilà, la tentation de la diversification. Qu'est-ce qu'on peut faire sur notre périmètre? En fait, on invite à dire que oui, si on ne voulait pas disneylandiser, et on ne peut pas, heureusement, entre guillemets, parce qu'on n'est pas les seuls sur la montagne, on a les moyennes montagnes, donc la forêt, forestier, agriculteur, et puis on a un jardin botanique, on a une biodiversité plus riche, donc les capacités de diversification étaient de toute façon limitées. Donc voilà, transformer ce qu'on peut et avoir la lucidité que ça ne suffira pas à combler les 40 à 50% et que les solutions, il n'y a pas une solution, que les solutions seront à trouver sur un nouveau périmètre qui est un territoire beaucoup plus large, donc c'est le territoire qui est au milieu. Et donc ça transforme complètement en fait le système dans lequel au départ la station était centrale et venait polariser tout le système. Et pour mettre en mouvement tout ça, en fait on a créé un pôle d'ingénierie en 2019 qui a vocation à se positionner à la fois dans et en dehors du système. Donc c'est un peu ce schéma que j'essaie de montrer qu'il y a une posture qui arrive avec des moyens d'ingénierie de coopération. Bon, j'avoue que quand on l'a mis en place, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Moi, en fait, c'est moi qui me suis mis sur ce pôle. Donc j'ai recruté un adjoint qui est devenu directeur de la station. Un terme qui n'existe pas, mais on aime bien. Mais statutairement, ça n'existe pas. Donc il est devenu directeur de la station et moi je me suis consacré à cette diversification sans vraiment savoir, enfin j'ai fait un beau lapsus là, à cette transformation sans savoir finalement ce qu'on allait en faire. On a pu le faire parce qu'on a négocié avec les communes et le département un reversement de 60% de la taxe sur les remontées mécaniques. Donc la taxe sur la remontée mécanique, hein, c'est quand vous payez un forfait de ski, vous avez 2% qui va au département, 3% aux communes, et nous on a négocié ce reversement de 60%. Donc en fait, même politiquement, ça a été de dire le ski va financer la réflexion de sa propre transformation. Ça c'était important dans le récit politique. Alors, donc là, c'est très conceptuel tout ça, mais je ne vais pas m'étendre, c'est juste pour vous donner un peu des postures clés dans cette ingénierie. La première chose, c'est d'accepter qu'on est dans la complexité, pas la complication. Donc, de dire que moi qui suis ingénieur ou des élus qui sont là pour trouver des solutions, eh ben on leur dit en fait, non, vous n'êtes pas là pour c'est pas votre première impulsion. Il faut changer de façon de voir. Il n'y a pas de bonne pratique. Il y a des pratiques émergentes. Donc c'est cette notion de faire émerger des solutions au plus près du terrain. Donc c'est une posture complètement différente qui autorise d'ailleurs l'expérimentation, donc l'échec. Moi j'ai avancé par essai, échec, essai, réussite. C'est pas confort.
on est en plein inconfort, mais c'est bien là qu'on sent qu'on est dans la transformation. Parce que s'il y a pas de, si ça fait pas mal, on n'est pas dans le juste en fait. Hein. On aseptise, hein, voilà, on absorbe. Donc la complexité, première chose. La deuxième, c'est d'avoir l'attention de mettre de l'énergie, du temps sur l'observation du système en train de se transformer, notamment sur les jeux de pouvoir. Toutes les organisations sont des jeux de pouvoir, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais donc c'est moi avec mon président, Philippe Alpi, ça n'a été que ça. On se posait en disant, bon, qu'est-ce que raconte le territoire, c'est quoi, les signaux faibles, etc. Ah, lui il est en train de nous, je vais essayer d'être poli, il est en train de nous embêter, il faut qu'on tape dessus. Et comme dit mon président, on n'est pas que des gentils en fait, dans le système, parce qu'il faut se battre avec les outils du système. Donc, dans cette expérience aussi de jeu de pouvoir, mon président, il a eu la bonne attitude de se poster en position basse, c'est-à-dire de permettre. Voilà. Et moi, je me suis, en me sortant de cette posture de directeur de station et en devenant uniquement chef de projet de transition, j'ai aussi repris une posture basse. Et tout ça, ça a fait qu'à un moment donné, le système s'est dit « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Donc voilà, c'est vraiment accepter à un moment donné de jouer avec ces jeux de pouvoir et d'observer comment le système évolue. Et le troisième point clé dans la posture, c'est d'accepter qu'on est dans la diffusion d'une innovation sociétale. Donc on prend le modèle des Wright Rogers sur la diffusion de l'innovation qui fonctionne en marketing, enfin voilà, mais de dire que c'est pas parce qu'on ne convainc pas les gens, nous on a 80-90% d'opposants, hein, de climato-sceptiques. Ouais, voilà, c'est pour ça que quand on me dit mais vous faites participer la population, surtout pas. Parce qu'ils ne veulent pas, ils ne t'en veulent pas de la fin du ski. Donc nous on avance on avance donc avec des pionniers qui ont compris qu'ils avaient tout intérêt, ils n'acceptent pas forcément la décision, mais ils ont compris qu'ils avaient un intérêt à contribuer à ça. Donc on est dans cette phase où on a travaillé avec des pionniers, vous voyez dans le modèle il y a l'abîme, et souvent il y a des pionniers qui donnent beaucoup d'énergie, etc. Et puis le passage à l'échelle n'arrive pas, donc les gens se marginalisent ou abandonnent, donc ça fait des communautés super inspirantes, etc. Mais ça ne permet pas le passage à l'échelle. Donc nous, notre ingénierie de coopération a la vocation à mettre de l'énergie dans ce passage à l'échelle. Et puis, après je laisserai la parole à Stéphane, mais si j'essaie de voir un peu les différentes étapes par lesquelles on est passé et qu'est-ce qui s'est passé un petit peu là-dessus. La première étape, donc le déclenchement, je vous ai dit, c'était un problème technique. Donc, quand on dit aux élus, en fait, il faut renoncer à nos projets, on a 15 millions d'euros d'investissement de deux télésièges débrayables, super, machin. Voilà, vous heurtez franchement la culture, en fait, la culture du ski, en disant, mais en fait, moi, ça me fait plein la figure. Vous manquez d'ambition, toi tu es un fonctionnaire, tu sais pas, oui je suis fonctionnaire. De toute façon, tu connais rien à l'économie, etc. Et on a inversé un peu les choses en se disant, en fait, nous, on a innové dans une méthode analytique de remontée mécanique, donc la technologie nous a aidés pour comprendre les dysfonctionnements qu'on n'arrivait pas à comprendre avec les techniques d'avant. Et de pouvoir dire, oui, avec nos vieux machins, on peut encore durer 20, 30 ans. À condition qu'on y fasse de la maintenance, et ça tombe bien, parce qu'on a, depuis 10 ans, fait tout un travail sur les métiers, et qu'aujourd'hui on a internalisé des vrais professionnels qui sont capables d'inventer leurs propres solutions. Et donc on a commencé un nouveau récit avec le président en disant, finalement, nous, élus, on renonce à ces investissements, mais finalement, en fait, on est en train d'innover. On innove technologiquement, et on peut le faire grâce à la compétence des femmes et des hommes qui travaillent sur cette station. Donc là, on a complètement inversé la manière de regard, on était innovant. Dans la deuxième phase du renoncement, là, c'est là il y a des grosses secousses. Moi en interne, avec les équipes, mon président avec ses élus, et là, l'impulsion qui a été la nôtre, parce qu'en fait, tout ce qu'on a fait, on l'a fait de manière très empirique, en fait, hein. Le truc, c'est, on le prenait, voilà, c'était vraiment, et là, c'était de créer de la cohésion. Moi, j'ai travaillé par exemple beaucoup sur les valeurs et revenir aux racines de nos valeurs. Pourquoi on fait du ski? C'est quoi notre moteur? On est revenu, donc après
pas mal de séquences, à c'est parce qu'on aime notre montagne et parce qu'on veut faire plaisir aux gens. Le ski est un moyen, c'est pas une fin en soi en fait. Dès quand vous avez à décorer un peu ça, ça change un peu la donne. Mon président, ça a été de la kaléidothérapie auprès des élus. Voilà, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon. Oui, je vais accélérer. Et mise en mouvement, j'accélère. Du coup, la mise en mouvement, en fait, ne s'est fait qu'à partir d'un moment de pause, pour éviter la précipitation, parce que face au vide, la tentation, c'est la solution. Donc là, en fait, c'est agi de travailler dans des cercles restreints de confiance, et en fait, on a avancé de manière un peu nucléaire, et faire des petits pas, et cranter à chaque fois qu'on réussit quelque chose. Et en fait, le récit se construit en faisant. Et la dernière phase, c'est là où nous en sommes aujourd'hui, c'est ce passage à l'échelle où en fait, il s'agit de lancer des perches, lancer des lignes sur le territoire. Et en fait, il se trouve que quand on plante des graines un peu partout, il y a des choses qui émergent. Et donc, c'est ce qu'on est en train de vivre. Donc, il y a des nouvelles énergies qui arrivent et on voit bien que quand on commence que la solution, en tout cas méthodologique, c'est de penser systémique. Et du coup, je passe la parole à Stéphane. Merci. Bonjour à tous et très content d'être ici. Merci Olivier pour cette introduction. Moi, je vais juste faire un petit point sur la gouvernance. Alors, désolé, je hack un peu le système en me mettant sur le côté parce que sinon, je ne vais jamais vous regarder. Hop. Donc, dans un monde sans limite, une station de ski ressemble à ça. Un joli village, comme on en a partout dans nos montagnes. Et puis, on a planté dans les années 60 des remontées mécaniques, on a fait des belles pistes et ça nous permet de prendre l'air. Voilà. Et ça, c'est dans un monde sans limite. Dans le monde réel, en fait, une station de ski ressemble plutôt à ça. Donc, on a la station là-haut avec les montagnes, qui est dans les montagnes, et puis on a des villes, des agglomérations un peu. Il faut lui amener de l'électricité. Donc, pour qu'une station de ski fonctionne, comme tout village, bien entendu, mais sans commune mesure, il faut amener de l'énergie. Donc, de l'électricité et d'autres énergies. Bien entendu, depuis quelques années, la communication est devenue indispensable, donc il faut amener des infrastructures de communication. Les routes, évidemment, les chemins qui étaient empruntés par les ânes et descendus à ski en luge par les enfants pour aller à l'école se sont transformés progressivement en route, et c'est des infrastructures qui sont éminemment coûteuses, bien plus qu'en plaine, parce qu'en fait, en montagne, ça se dégrade beaucoup. Il y a énormément de passages, il y a des camions qui passent, il y a des chasse-neige, et donc il y a une grosse dégradation. Donc c'est énormément d'énergie aussi, et de ressources naturelles. Et aussi, les routes favorisent des flux qui n'existaient pas. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand j'étais dans un village de montagne, j'acceptais de mon rayon d'action, que ce soit 5-10 km. Aujourd'hui, je peux très bien travailler à Grenoble, je peux très bien travailler à Chambéry et faire la route tous les jours. Donc finalement, l'opportunité crée de nouveaux besoins. Des écoles, parce qu'en fait, on n'en parle pas, on n'imagine pas, mais il faut bien entendu, pour que les saisonniers qui travaillent en station puissent s'occuper de leurs enfants, il faut créer des écoles. Simplement, quand ils ne sont pas en saison, ils sont ailleurs, les enfants. On ne peut pas dire les enfants vont à l'école simplement quand il y a de la neige et puis le reste de l'année, ils ne vont pas. Donc en fait, ça implique non seulement des infrastructures, puisqu'en fait, il faut des places d'école, en fait, des classes d'enseignement, des places d'enseignement dans les différentes écoles, à la fois en montagne et dans les villes. Et puis, ça crée aussi des problématiques organisationnelles, c'est-à-dire qu'il faut des gens, il faut de l'énergie pour pouvoir gérer ces flux, finalement, de scolaires qui se baladent, en fait, qui sont migrants avec leurs parents saisonniers. Il y a la problématique de l'eau, qui est une problématique quand même assez sur le devant de la scène en ce moment, donc qui est en compétition, bien sûr, pour faire la neige de culture, c'est pratique, on a trouvé cette solution, on utilise de l'eau et de l'énergie. Aujourd'hui, ça commence à se voir, on est en compétition avec l'agriculture, le vivant, bien entendu les besoins humains, et puis la faune et la flore sauvage. Pour amener ces touristes, bien, on va construire des infrastructures, alors on va utiliser le train, parce que le train c'est bien, ça consomme moins, mais malgré tout, le train c'est quand même des matériaux, c'est quand même des ressources, et c'est pas rien de déplacer des trains. Et en plus, on crée de nouveaux usages qui permettent de nouveaux flux, et les flux sont problématiques.
Et puis on a cherché à faire venir des étrangers parce que la clientèle française ne suffit pas, locale ne suffit pas, française ne suffit pas, donc il faut aller chercher les clients à l'étranger, et on a mis en place de gros coups de tour opérateurs qui font venir des clients du Japon, de Russie, etc., pour favoriser une montée en gamme, parce qu'un des enjeux du ski aujourd'hui, c'est, et depuis quelques années quand même, c'est l'immobilier, c'est le foncier. C'est le foncier qui aujourd'hui fait fonctionner les stations. On a aussi, il faut amener des marchandises là-haut, parce que quand vous avez, par exemple, j'ai pris l'exemple de la vallée des Bellevilles, que je connais bien, où il y a 5000 habitants à l'année et 50 000 habitants pendant les saisons, donc, enfin touristes, et donc c'est 50 000 personnes qui ne résident pas sur place, c'est 50 000 personnes qui résident sur place une semaine, hein, donc qui se baladent sur les routes, donc ça fait 100 000 personnes sur les routes un samedi. Et donc il faut mettre en place les infrastructures correspondantes. Moi j'habite à Saint-Gilles-sur-Guiers, un petit village au bord de la 43 après Chambéry, et ils ont élargi l'autoroute il y a quelques années pour simplement 3 week-ends ou 4 week-ends dans l'année où ça crée des problèmes de sécurité et de fluidité. Et le fait d'élargir ces infrastructures, ça permet d'éloigner encore les pôles, comme les pôles hospitaliers, par exemple. On peut se permettre, parce qu'on a des routes qui vont vite, de pouvoir balader les hôpitaux à 50, 100 km. Mais comme les urgences n'ont pas été revues, là c'est le rapport qui sort sur les urgences, c'est bien, on va entraîner des problématiques assez dramatiques. Voilà, donc il faut alimenter la marchandise, puis après il faut évacuer les déchets. Donc les déchets de 50 000 personnes, ce n'est pas les déchets de 5 000 personnes. Donc les infrastructures doivent être taillées, les flux doivent correspondre, c'est aussi vrai sur l'assainissement de l'eau. Hein, voilà. Et puis les hôpitaux, il faut créer des infrastructures hospitalières pour les besoins de la saison, avec du coup des médecins qui seront plutôt bien payés s'ils montent en station, et donc du coup qui délaissent aussi les régions locales. En tout cas, il n'y a pas assez de médecins pour que ça puisse bien se passer aujourd'hui, donc il y a des limites de partout. Et donc c'est aussi des lits et des engorgements et des arbitrages qui sont à faire d'un point de vue de l'organisation. Donc pendant le Covid, les stations de ski ont suffisamment râlé qu'il fallait absolument laisser ouvrir les stations de ski parce qu'on était en plein air, etc. Il n'y avait pas de risque. Mais en fait, une des raisons principales de la fermeture des stations de ski Covid, c'était parce qu'on n'avait pas les capacités hospitalières pour pouvoir gérer les accidents de ski et gérer le quotidien, bien sûr, le Covid et toutes les pathologies. Voilà, donc j'ai fait un petit zoom là sur la partie mobilité. Donc on voit là en Rhône-Alpes, on voit sur le graphique, donc le trafic habituel est en jaune, inhabituel est en jaune un peu plus foncé, orange, exceptionnel en rouge. Voilà. Et ça se passe, le trafic max, là c'est pendant les vacances de février. C'est clair que vous voyez les infrastructures qu'il faut pour passer le nombre de véhicules. Donc on est sur 3 fois, 4 fois la quantité. Voilà. Et bien entendu, ça va aussi agir sur la qualité de l'air, la pollution des cultures, les eaux de ruissellement, la consommation de ressources, donc d'énergie pour la construction, le fonctionnement et la maintenance des infrastructures. On va augmenter les flux, comme je le disais, et déplacer les centres d'attraction par effet rebond. Sur mortalité aussi due au bruit routier. On travaille sur Genève, notamment sur la question du bruit routier. Le bruit routier, c'est quoi? Oui, les voitures font du bruit. On va mettre des moteurs électriques qui feront moins de bruit. Ben non, c'est faux, parce qu'en fait, c'est le roulement qui fait le plus de bruit dans une voiture. Et c'est la mortalité, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est pas loin de la cigarette, quoi. La mortalité, la surmortalité liée au bruit routier. Voilà, donc en fait, dans un monde aux ressources limitées, la décision d'allocation des ressources doit être réalisée en conscience des impacts. Donc aujourd'hui, les stations de ski, les gouvernances des stations de ski se font à l'échelle de la station, avec bien entendu des liens avec le département, la région, l'État sur certains sujets, mais en tout cas les principales directions sont quand même données localement. Aujourd'hui, ça pose vraiment question dans un monde limite, est-ce qu'on peut continuer comme ça, sachant que ces acteurs ne voient pas tous les impacts et les besoins qu'ils génèrent finalement pour faire en sorte que la station fonctionne. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas de station de ski. Par contre, quand on prend une décision, les stations de ski, aéroports, toute grosse infrastructure qui va drainer, toute décision finalement entraîne de manière systémique et holistique les besoins. Voilà. Donc on a besoin de réinventer des systèmes de gouvernance et de développer notamment une ingénierie, comme le disait Olivier, donc mettre en place une ingénierie dédiée qui adresse ces sujets avec une approche systémique
Et c'est pas naturel. Aujourd'hui, on est dans un monde complètement cartésien qui a segmenté les sujets, qui ne sait pas raisonner dans des systèmes complexes. Et aujourd'hui, il faut injecter de l'ingénierie, ça coûte cher, pour pouvoir finalement changer le mindset de ces systèmes projets et prendre des décisions qui sont pertinentes dans la co-construction et mettre en place des process d'intelligence collective efficaces. Voilà. Merci beaucoup. Ok, je vais essayer de me faire le porte-parole alors non, plutôt le porte-voix. Des personnes qui sont à Chastré. Moi, ça fait 3 ans que j'enquête avec des personnes qui vivent à Chastré, de manière assez diversifiée. Chastré, c'est une toute petite station qui est dans le Sancy, dans le massif du Sancy. Donc, voilà, c'est pas les Alpes, c'est pas les Pyrénées. Il y a aussi une commune de 240 habitants avec un déclin démographique assez important, un vieillissement de la population. Et il y a il y a une petite station, quelques pistes, les pistes noires qui viennent fermer, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait considérer que justement, c'est pas assez représentatif de ce qui peut arriver dans des grandes stations. Et moi, je crois que c'est exactement tout l'inverse. Et ce que je voudrais vous montrer un petit peu, c'est qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de problématiques qui sont très analogues. Et c'est aussi un espace justement où les expérimentations sont possibles. Et je ne pense pas qu'on puisse les conduire, alors, uniquement de mon point de vue, c'est-à-dire, c'est aussi une question que je vais essayer de vous poser, ou peut-être essayer de discuter avec vous, c'est comment je me situe, moi, enquêteur, dans cette station-là. Où est ma place? Je suis dans la direction écologique, d'accord, mais ce récit, où est-ce qu'il s'installe exactement? Est-ce que je suis la personne qui est concernée directement par la fermeture de la station? Alors, où je suis? Au niveau de quel récit? Qu'est-ce que je fais concrètement là? Donc, voilà, donc, quels sont les troubles? Moi, je dirais les troubles sont très, très, très différents selon qu'on est agriculteur. J'ai montré quelques exemples. Selon que l'on travaille, par exemple, à la réserve naturelle, il y a une réserve naturelle, selon qu'on est habitant ou habitante, selon qu'on est élu, selon le fait que vous soyez agriculteur, parce que c'est aussi un lieu où il y a beaucoup d'élevage, et je dirais, on ne perçoit pas, il n'y a pas un problème objectif qui arrive en disant, voilà, l'autre problème, c'est le changement climatique, son impact sur les modèles économiques, sur le tourisme, etc. Il y a différentes manières de percevoir le tout. Donc voilà, on ne peut pas vraiment objectiver cela, et je pense que c'est très important. Et du coup, quand j'ai présenté au départ, en guise d'introduction, le point d'interrogation sur ce qu'on appelle la diversification, mais y compris le renoncement, me semble tout à fait alors, je ne sais pas, Xavier, si on va avoir le temps, parce que le temps passe, et je ne sais pas si on va avoir le temps, mais je propose qu'on n'écoute pas les capsules vidéo, parce qu'on va être très short au niveau du timing. Mais pour moi, c'était très important de vous faire écouter les voix de personnes finalement qu'on n'écoute pas. Oui, si tu veux. Ouais. Michel Badu donc, et Patricia Verniol, Patou, qui est monitrice, accompagnatrice en montagne, et Michel Badu, qui est le maire de Chastré. Je m'appelle Michel Badu, je suis le maire de la... Excusez-moi, je ne vais pas vous montrer l'intégralité de cette vidéo. C'est Michel Badu, le maire de Chastré, qui est un ancien agriculteur, qui est maire de sa commune depuis 20 ans. Et je passe directement ici, où justement ça fait 3 ans donc on travaille ensemble. Et il évoque en fait le travail qu'on a mené ensemble. Et il y a des éléments
à mon avis, qui sont très importants. Je vais me permettre. Je crois que petite commune et une petite station de ski, lui nous a dit qu'on avait déjà tous les ingrédients, hein, on avait tout ce côté nature. Et je dirais qu'avec ça, il nous a dit qu'à partir de là, il fallait travailler, il fallait réfléchir à mettre tout ça, de mettre toutes ces choses que je vais citer, à les mettre en place. Voilà. C'est sûr que ça n'a pas du tout le même impact financier qu'Hubert. Je dirais que nous, déjà sur la commune de Chastret, on a plein d'activités, c'est des privés. On a une activité de chien de traîneau, on a une dame qui est venue s'installer très récemment sur la commune, qui fait du yoga, et on a un centre équestre, on a une réserve naturelle, on a aussi des agriculteurs qui fabriquent ces nectaires, qui font de la vente directe. Il y en a même qui font de la démonstration, de la traite, etc. Je crois qu'aujourd'hui, il faut essayer d'articuler tout ça autour d'un projet et ensuite faire la com là-dessus. Et je suis persuadé que, je dirais que tous ces ingrédients, on les a un peu. Bon, pour l'instant, je dirais que chacun travaille un peu de son côté, mais je crois qu'aujourd'hui, à Chastret, petite commune et une petite station, on ne va pas développer une tyrolienne, comme mon collègue de Besse et du Mont-d'Or. Je crois que ça serait d'un ridicule. Je crois qu'aujourd'hui, on est une petite commune de 240 habitants. Donc, financièrement, on ne peut pas faire ce qu'on veut, parce qu'on est tenu un petit peu guidé par les finances de la commune. Mais je crois qu'actuellement, nous, on revient à la station de ski. On a une station qui est très familiale, beaucoup de débutants. Et je crois que, s'il y a de la neige, c'est bien. S'il n'y a pas de neige, les gens, pour qu'il y ait d'autres activités à côté, je veux dire, notamment tout ce qui est côté nature, les gens ils sont très très contents. Hein. Les avis sont unanimes au sein de la communauté de communes, même les élus du Besse, les élus du Mont-d'Or, et je dirais même que ces gens. Je me permets d'arrêter ici. Désolé, monsieur le maire. Je te remercie. Bon, Patricia Patou, donc, elle a des chevaux, et donc sa problématique à elle, pour la présenter aussi, c'est effectivement qu'elle a un attachement. Il y a un attachement qui n'est pas qu'un attachement économique à la station, mais qui est un attachement qu'on pourrait qualifier d'existentiel. Par exemple, elle est troublée, mais vraiment par l'impact du changement climatique. Et ce qu'elle voit, c'est pas tellement la question économique qui prime, c'est qu'elle a des chevaux, et ces chevaux souffrent en été. Donc elle est obligée d'arrêter son activité l'été, et donc pas de cheval, parce qu'elle va prioriser finalement ces chevaux qui souffrent. Et elle aussi souffre. Donc je pense que cette question du trouble et des attachements est extrêmement importante. Et moi, ce que j'essaie de faire, en fait, c'est d'amplifier ces voix-là. Des voix qui sont parfois diminuées, invisibilisées et souvent marginalisées. Alors, pour me situer un petit peu là-dedans, je ne sais pas si c'est le meilleur schéma que j'ai réalisé dans ma vie, j'en suis pas sûr. Je suis nul au visuel, comme vous pouvez voir. Mais par contre, là où c'est à peu près clair, c'est que le trouble est au cœur. En fait. Les troubles, la manière dont on perçoit les troubles, la manière dont on est attaché à ceci plutôt qu'à cela. Et pour moi, c'est un petit peu le centre de gravité en fait, de tout ce qui arrive. Et c'est de là d'où il faut partir. Ensuite, il y aurait ce qu'on pourrait appeler la communauté concernée, c'est-à-dire ceux qui sont Patou, Michel Babu, les personnes de Chastret, etc. Moi, si la station ferme personnellement, je suis allé assez clairement. Ça ne va pas tout à fait être le même impact. D'accord ? Donc cette communauté-là, il y a aussi les agriculteurs, il y a les éleveurs, et tout le monde ne perçoit pas, comme je disais, la même chose. Donc il n'y a pas de problème objectif qui vont s'imposer, etc. Pour moi, la redirection en termes d'enquête, elle est juste après. Elle est juste là. En fait. Et je dirais, on est alliés, on est des vrais alliés. Alors, moi, je parle parfois d'alliés épistémiques, c'est un peu pour dire que je vais essayer d'amplifier ces savoirs que l'on ne prend pas assez en considération. Ces voix qu'on n'écoute pas assez. Et donc du coup, on est alliés en ce sens, on amplifie et aussi on instrumente. C'est-à-dire qu'on essaye d'expérimenter des méthodologies, notamment les protocoles démocratiques de redirection. Enfin bref, on expérimente avec ces personnes et avec ces communautés la redirection écologique. Donc la redirection écologique, pour moi, ne doit pas
être un récit dogmatique qui s'impose comme étant un futur unique à tous et à toutes. Il doit nécessairement passer par l'enquête. Et c'est, voilà. Désolé, j'ai mis un peu un dernier cercle où j'ai mis les collectivités territoriales, parce que c'est souvent là que se dit, se parle, se raconte l'histoire de la diversification de 4 saisons. La diversification de 4 saisons, ce ne sont pas les mots de Michel Bellon, ce sont les mots plutôt du département du Puy-de-Dôme. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler avec les collectivités et avec les institutions. Bien sûr qu'on va travailler avec elles, mais être allié, c'est aussi écouter les voix et pas enfermer ces récits-là sous d'autres images, sur d'autres avenirs, etc. Et c'est là où, à mon avis, peut se construire quelque chose. Et je termine là-dessus. Donc, des sentinelles territoriales, c'est-à-dire qu'il y a des préoccupations, que ces communautés sont préoccupées existentiellement, elles sont situées aux avant-postes de discontinuité écologique. Voilà. On passe d'une tactique défensive, on n'essaie plus forcément à Chastré notamment de défendre un modèle. Ils sont ouverts à plusieurs trajectoires et au renouvellement des conditions d'existence. Il va falloir apprendre à exister différemment. Et pour cela, on va avoir besoin d'arbitrage démocratique en termes de renoncement ou de réaffectation avec la communauté concernée. On passe aussi d'une vision du renoncement, on nous dit tout le temps le renoncement c'est négatif, le renoncement c'est se priver de quelque chose, pas du tout. Et là j'ai un verbatim qui est assez beau du maire de Chastré. C'est plutôt une affirmation d'une nouvelle possibilité de vie qui était déjà présente mais non réalisée. Et cette phrase de Michel Babus, c'est « Est-ce qu'on a besoin de faire quelque chose ?» On a déjà. On a déjà. Est-ce qu'on a besoin d'une tyrolienne? Est-ce qu'on a besoin d'un nouveau parking? Est-ce qu'on a besoin... Et en fait, non, c'est déjà. Alors ça peut sembler, en effet, un centre équestre, etc. C'est pas spectaculaire, et pourtant c'est là où il y a déjà tout qu'il va falloir, ce possible-là, réactiver. Comment passer? Et là, je voudrais faire référence et créditer notamment les promotions de notre master stratégie design pour l'Anthropocène qui ont fait un travail extraordinaire et qui tous les ans viennent à Chastré. Et voilà ce qui ressort un peu de nos recherches, c'est passer de la performance, ça peut être la performance économique, la performance sportive, à ce qu'on appelle à Chastré la douceur. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire cette douceur? De l'attractivité à l'hospitalité, de la notion de visiteur à la réciprocité, de la diversification comme récit unique imposé à la diversité présente à réactiver. Merci beaucoup. Et je laisse la parole à Fiona et Martin. Bonjour à toutes et tous. Donc, Fiona, moi je suis engagée pour une association qui s'appelle Montagne Wilderness France, qui est une asso nationale qui bosse depuis une trentaine d'années sur la protection des espaces de montagne et aussi la conciliation avec la montagne à vivre. Donc vraiment cette cohabitation homme-nature au quotidien. Moi j'avais envie de vous parler de 3 enjeux, trois besoins qu'on constate sur les territoires de montagne à l'échelle nationale. Le premier, c'est vraiment l'enjeu de la lucidité. Quand on doit engager une démarche de redirection, on a besoin d'être lucide sur le constat. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs élus, acteurs économiques ne le sont pas sur le constat. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas connaissance des événements, mais qu'ils ne les acceptent pas. C'est lucidité, bien évidemment, par rapport aux effets du dérèglement climatique. Là, la photo qu'on voit, c'est la station de Chambrousse en février en 2023. Donc, on n'est pas sur une station de basse altitude, on est sur une station qui est bien connue par les Grenoblois, les Isérois, et on en est là sur l'effet du dérèglement climatique. Et moi, je pense que vraiment cette image, elle m'interpelle parce que je me dis, est-ce que c'est ça qui nous fait rêver? Est-ce que c'est ça qui nous donne envie d'aller en montagne? Personnellement, non. Mais voilà, lucidité sur le constat du dérèglement climatique, lucidité aussi sur les impacts économiques. Donc, si on regarde les effets du dérèglement climatique, on se dit, ok, c'est évident, il y a besoin de prendre un virage. Pour autant, on est vraiment dans des sentiers de dépendance, et quelque chose qui incarne très bien ces sentiers de dépendance, ce sont les canons à neige.
il y a une politique d'investissement qui est de soutenir des canons à neige. On a des fois des stations où 40% de l'enneigement est devenu artificiel, avec des subventions publiques qui peuvent monter des fois à 80% pour des enneigeurs. Enneigeur, ça veut dire petit aménagement, mais ça veut dire aussi retenue collinaire. Et pour moi, au-delà de la question des canons à neige qui fait beaucoup parler cet hiver, ça incarne vraiment cette incapacité à se projeter dans l'avenir sur un nouveau modèle économique. Autre enjeu aussi qui montre justement qu'on manque de lucidité économique, c'est si on regarde un peu les résultats des stations cet hiver. Donc je vais juste prendre l'exemple de l'Isère, histoire de faire un petit détour local. Si on regarde donc les résultats des stations cet hiver, il y a 2 stations qui sont dans le positif, donc les 2 Alpes et l'Alpe d'Huez. Toutes les autres sont dans le négatif. Donc on ne va pas... cette idée de les grandes stations qui vont embarquer les petites stations dans la transition du modèle économique, on voit bien que cet hiver ce n'est pas le cas. Et ça vient pour moi vraiment contrecarrer tout le discours qu'on entend énormément, qui est on a besoin du modèle du ski pour financer la transition de demain. Alors que le dérèglement climatique, c'est déjà ça aujourd'hui. Donc problème de lucidité économique. Et un dernier point, et je pense que tu pourras le développer davantage, c'est que ce qui montre aussi notre incapacité à se projeter, c'est nos politiques d'aménagement. Donc là, on pourra détailler les victoires autour du Scott Maurienne, mais on continue à être dans des politiques d'aménagement du territoire, de comment on va penser la montagne de demain, avec de l'investissement dans l'immobilier. Si on regarde les différents spots qu'il y a autour de nous, donc c'est plus 25 000 lits, 22 000 lits en Maurienne, plus 45 000 en Tarentaise, alors que si on regarde l'ensemble des territoires de montagne, on se dit qu'il y a à peu près entre 30 et 50% des lits qui sont des lits froids, donc des lits inoccupés. Donc plutôt qu'essayer de faire en sorte que nos logements touristiques soient utilisés, et si possible à l'année et pas seulement 2 mois, on en crée des nouveaux. Donc pour moi, il y a vraiment un enjeu qui est un manque de lucidité, un impact... en gros, on va dans une impasse à la fois écologique et économique. Donc il y a un besoin de formation des élus, des agents, un très gros besoin de systémie, et je le rejoins parfaitement. Nous, par exemple, on s'implique avec une association qui est la Fabrique des Transitions, que vous connaissez peut-être, qui est dirigée par Jean-François Caron, maire de Los Angeles. On est un peu loin des montagnes, mais ils ont engagé quand même une politique de redirection intéressante, et on forme, dans le cadre du plan Avenir Montagne, 60 élus, 60 agents sur la vision systémique des enjeux en montagne. Donc, premier constat pour moi, c'est comment on travaille sur cette lucidité et comment on accepte que le ski fait partie de notre territoire. C'est un héritage, mais maintenant il faut traiter cet héritage et du coup engager une nouvelle vision. Et du coup, j'en reviens à mon second point. Malheureusement, vous avez un écran noir, alors que j'avais essayé de mettre une super belle photo de montagne, mais bon là, c'est raté. C'est qu'on a quand même des atouts énormes dans nos territoires. C'est que, justement, on a une richesse exceptionnelle en montagne. J'ai beaucoup aimé le témoignage de l'élu qui disait, en fait, on a l'attachement nature. Ah oui, en fait, on vit dans les derniers espaces sauvages d'Europe. Les territoires de montagne, on y vit ou on s'y rend, et pas pour n'importe quelle raison. C'est justement parce qu'ils suscitent énormément d'émerveillement. Et moi, je me dis, est-ce que renoncer justement à une activité qui existe depuis les années 60, c'est renoncer à tout l'émerveillement de la montagne? Je pense pas. Donc il y a vraiment besoin d'une vision montagne, une vision montagne avec un S, parce qu'il y a des spécificités montagnes qui sont, en fait, chaque territoire a ses propres particularités. Des particularités naturelles, c'est évident, mais aussi des particularités historiques, culturelles, et comment on développe justement une activité touristique qui soit liée à cet attachement territorial. Je trouve qu'il y avait des projets, par exemple, sur le territoire qui étaient hyper intéressants. Sur Beldon, ils s'étaient dit on va travailler sur des camps de base en se disant mais quand même on a le massif de Beldon, on a le territoire de grenoblois, le territoire de Chambéry. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'encourager que ces populations urbaines, elles se rendent en montagne, mais du coup on va investir dans l'humain pour faire en sorte que des personnes soient des intermédiaires pour se rendre en montagne. Malheureusement, ce projet, il n'a pas eu les financements. Par contre, on met des financements pour de la diversification par des aménagements. Je trouve ça dommage.
le tourisme scientifique, la transmission sur ce que fait la culture montagne. Pour moi, c'est là qu'il y a du potentiel, et en plus, ces acteurs, ils existent déjà. Malheureusement, ces acteurs-là, ils ne sont pas structurés. Et du coup, ça empêche cette lucidité économique. C'est ce qui est sur le devant de la scène, ce sont les stations, donc des stations qui font pas forcément des bons chiffres, mais par contre, les acteurs qui font vivre la montagne à l'année, donc qui permettent une montagne à vivre, eux, ils ne sont pas fédérés, et du coup, on ne voit pas leur poids économique. Et un troisième point que je voulais aborder avec vous dans les enjeux d'après nous, c'est vraiment comment on fédère les acteurs. Parce qu'il y a un potentiel qui est fou en montagne. Déjà, on a une forte chance, c'est qu'on a des collectifs de citoyens qui se développent de plus en plus, qui montrent vraiment qu'il y a un attachement au territoire et qui se disent, mais en fait, mon territoire, moi j'y vis bien et j'ai envie d'y continuer d'y vivre bien, donc je suis prêt à m'y engager. Et en fait, ces acteurs, ces collectifs citoyens, soit on les voit comme des freins, des menaces pour continuer les politiques publiques comme avant, soit on se dit c'est des opportunités, des énergies sur lesquelles on s'appuie pour démultiplier. Donc déjà, ça, je me dis, c'est hyper riche. On a des acteurs économiques qui se rendent bien compte de leur vulnérabilité et qui commencent à se poser des questions. On a des acteurs associatifs, on a des acteurs politiques aussi on a des acteurs politiques qui souhaitent qui porter une vision, mais pour autant, il n'y a pas de mise en mouvement. En fait, on manque de dialogue. Donc, nous, en tant qu'asso qui agissons depuis 35 ans, on se dit, depuis 35 ans, on dénonce, donc on fait du plaidoyer, on va faire des actions en justice, mais on a aussi envie d'être acteur d'une mise en mouvement territorial. Donc, en 2021, on a lancé ce qu'ils appellent les états généraux de la transition du tourisme en montagne, en se disant, finalement, le tourisme, tout le monde en parle, parce que c'est notre activité économique, peut-être que c'est la porte d'entrée pour parler justement montagne à vivre au quotidien. Du coup, on a organisé un événement donc avec d'autres associations et puis aussi des soutiens publics. Il y avait les régions qui étaient engagées, la NCT, en disant on va mettre autour de la table des représentants des stations. Dans notre comité de pilotage, Montagne Wilderness, association militante, travaillait avec Domaine Skiable de France, qui était assez nouveau, mais aussi des élus, des acteurs économiques, mais pas que des stations, les agriculteurs, les modèles artisanaux, en fait tout ce qui fait vivre un territoire, et on va se projeter. Et on rejoint l'idée de vision, c'est que si on veut travailler, il faut réussir collectivement à se projeter sur notre territoire à un horizon 2030, 2040, et de se dire l'avenir avec lucidité, qu'est-ce qu'on souhaite, et comment, alors tu disais il n'est pas forcément désirable, après je pense que pour mobiliser il faut aussi toucher l'affect qui nous donne envie, et donc on a essayé de faire ce travail. Donc on a pu mobiliser 40 territoires, on a senti qu'il y avait beaucoup d'énergie, et ce qu'on aimerait bien en 2024, c'est continuer la démarche en disant en fait il y a déjà des choses qui ont pas mal avancé, il suffit de voir les acteurs autour de la table. Il y a des territoires aussi où ça bouge beaucoup des fois d'un côté citoyen, je pense à la Grave, je pense à la Maurienne, je pense à la mobilisation qu'il y a eu autour de la Clusa et puis dans Percor citoyen juste à côté. Il y a des initiatives des fois qui sont plus politiques, mais comment en fait on va s'inspirer entre territoires de montagne en se disant ok, en fait il y a des gens qui font la mise en mouvement, mais moi j'ai des freins à certains endroits, comment je fais pour m'inspirer justement des territoires d'ailleurs pour avancer. Sur ce, je suis trop longue, mais je laisse la parole à un témoignage bien plus territorial. Oui, bonjour à tous, je m'appelle Martine Noraz, j'ai passé ma vie dans les collectivités territoriales de montagne et je viens de Vallée de la Maurienne, où il y a une association qui s'appelle Vivre et Agir en Maurienne et qui est adossée à FNE Savoie et FNE Haut-Rhin. On a fait annuler le schéma de cohérence territoriale de la Maurienne. Et on l'a fait annuler par le tribunal administratif, c'est tout récent, c'est le 30 mai 2023. On l'a fait annuler parce qu'en réalité, la vallée de la Maurienne, c'est une vallée qui au départ est quand même une vallée très industrielle, je ne sais pas si vous connaissez, où l'industrie petit à petit est partie. Et on a entre guillemets, ouvert de nouvelles stations à partir des années 70, de nouvelles stations de sport d'hiver.
dont Valmeunier. Valoir existait déjà parce qu'en fait, il y avait des stations de sport d'hiver développées, surtout sur les endroits où il y avait des cols, c'est-à-dire Valloire, col du Galibier, Saint-Sorlin, col du Liondon, etc., ou du point de la Croix de Fer plutôt. Et voilà. Et le schéma de cohérence territoriale, ça devrait d'abord être un projet de territoire. On a en Maurienne, on a des stations de sport d'hiver, on a une vallée qui s'est un peu désindustrialisée depuis la fin depuis le milieu du siècle dernier, et on a une agriculture florissante. Tout le monde connaît le Beaufort. Et du coup, ce schéma de cohérence territoriale a été les deux principales raisons pour lesquelles on a demandé l'annulation de ce SCOT. C'est que justement, dans les stations de sport d'hiver, on était reparti avec ce qu'on appelle des unités touristiques nouvelles structurantes qui faisaient la part belle aux stations, continuaient à construire des lits, continuaient à faire des liaisons entre domaines skiables. Pour vous donner un exemple, parce que c'est là-dessus, et la commission d'enquête quand même qui est intervenue au niveau du SCOT avait donné un avis très défavorable. On avait ressorti des cartons, un vieux dossier qui s'appelle la Croix du Sud. La Croix du Sud partait de Valloire, passait à Valmeunier, allait dans le vallon de Bissorte. Je ne sais pas si certains connaissent le grand barrage qui fait un beau lac maintenant dans ce vallon. Aller à Valfréjus, qui est la station qui est au-dessus de Modane, et l'origine, parce que moi j'ai bien connu le projet d'origine, puisque j'étais à ce moment-là à la mairie de Meunier, qui allait jusqu'en Italie. Et là, ce projet a été ressorti des cartons, et au lieu d'aller en Italie, l'idée de M. Bouvard, il ne faut pas négliger qu'en Savoie, on a un énorme poids du département. C'était non pas de faire Valloire-Valmeunier, Valfréjus, l'Italie, mais de faire Valloire-Valmeunier, Valfréjus, oui, et éventuellement, mais surtout de redescendre le vallon de Bissorte, de venir à Auray et de faire une liaison avec la Tarentaise. C'est-à-dire, on remonte le joli télécabine qu'ils ont fait là, pour 46 millions d'euros qui va à la Cine-Caron, et on redescendait les Belleville, Courchevel, etc. Et du coup, nous, on a dit c'est pas possible, quoi. Il faut qu'on arrête ça, quoi. Et on a eu gain de cause, sauf qu'on a eu gain de cause sur les UTN structurantes, mais on a aussi eu gain de cause sur la totalité du SCOT. Parce qu'en réalité, nous, en creusant, et le tribunal s'est bien rendu compte, c'est que ce qui devait être un projet de territoire, puisque c'est toute la vallée de la Maurienne, avec des enjeux d'agriculture, d'industrie, de tourisme, etc. On était arrivé à phagocyter, à ce que chaque commune ou chaque station dans son coin phagocyte le truc et disent moi je veux ça pour moi, ça je veux ça pour moi, etc. Il n'y a eu aucun projet de territoire, aucune gouvernance générale, puisque les élus à l'origine du SCOT se sont dit encore un document d'urbanisme qui vient se superposer au PLU, etc. Il va falloir qu'on travaille ensemble. Et il y avait une structure qui existait déjà, qui s'appelle le syndicat de Pays de Maurienne, qui était bien placé pour prendre en main ça. Mais en réalité, ils ne l'ont pas vraiment pris en main et ils se sont laissés, chaque commune a amené son truc en disant là, si je ne peux plus rien faire d'ici 10 ans, je vais vite mettre mon projet. Oui, je suis trop longtemps. et du coup, voilà, on a réussi à faire tomber le SCOT, sauf que maintenant, il était prévu une révision de ce fameux schéma la délibération avait été prise pour le faire, parce qu'ils sont obligés de se mettre en conformité avec la loi climat et résilience, le zéro artificialisation nette, etc. Donc le but maintenant, c'est de dire, écoutez les citoyens, laissez venir, dans vos instances, des gens qui puissent vous dire, mais nous, pour le territoire, on a besoin de ça, mais il faut voir le projet au niveau de la Maurienne et pas chacun dans son petit coin à faire ce qu'on a envie de faire.
Maintenant, pour parler plus particulièrement des stations de sport d'hiver, il faut savoir qu'il y a d'énormes enjeux financiers, d'énormes enjeux économiques qui sont arrivés dans des territoires qui n'étaient pas habitués à ça. Moi, je sais, pour vivre dans une station qui s'appelle Valmeinier, Valmeinier a perdu la totalité de ses habitants. Les gens sont descendus travailler dans les usines dans la vallée. Quand on a fait la station, on restait 80 personnes. Et on a essayé en se disant, on va faire un petit truc, entre guillemets, juste pour nous. Et puis, on n'a pas maîtrisé, et c'est parti. On a eu d'énormes difficultés financières, le département est intervenu, enfin, vous en avez peut-être entendu parler. Ce qui fait que, il faut, je pense que si on veut repenser l'avenir pour les stations, moi je pense qu'il faut les repenser à l'échelle d'un territoire, c'est-à-dire au moins la Maurienne, je veux dire, on peut ne pas faire que du tourisme de montagne. On peut aussi envisager que dans les montagnes, il y a de l'agriculture qui est forte. Et puis, il faut surtout penser que d'ici 10 ans, il n'y aura plus que là que ce sera vivable, parce que nous, je peux vous assurer que moi, quand je descends en ville, j'étouffe, quoi. C'est là qu'on pourra respirer, donc voilà. Merci Martine.